Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour et bienvenue dans Monstrueusement humain. Alors aujourd'hui, je t'invite à emprunter une piste hors la norme à travers cette petite papote avec comme premier de cordée Franck Fraissinet, un passionné des thèmes traitant de l'excellence et de la performance. Alors je te souhaite une belle virée savoureuse au pays de l'excellence. Bonjour Franck. Bonjour Alors, Audrey. on se retrouve pour une deuxième papote. La première, c'était il y a un an, qui était autour de ton parcours de vie, en tout cas de jeune, et qui était une papote qui avait, on va dire, pas mal éveillé de curiosité, à l'époque en tout cas, pour les auditeurs. Autour de nos différents échanges qui ont lieu à part le podcast, il y a quelque temps, on a abordé très légèrement le thème de l'excellence. Et pour le coup, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant que tu puisses partager ce regard que tu as sur l'excellence. Voilà. Donc, Très bien. pour peut-être vraiment introduire l'excellence, parce que, en tout cas, moi, j'ai vu, je te montrais là, l'avant papote, tout ce que ça pouvait ouvrir, en fait, en moi, ce thème-là. Et donc, peut-être que ce que je trouverais intéressant, c'est déjà ta définition à toi de l'excellence. D'accord. Les questions les plus simples sont toujours les plus difficiles. Euh, en fait, je relie l'excellence à un autre mot qui est performance. Donc, c'est vrai que souvent, je fais le lien entre les deux, performance, excellence. Donc, ça, c'est une première chose. Et après, alors, peut-être pour déterminer un cadre dans la définition, déjà, je la définis par rapport à ce que je fais, en fait. Donc, à ce que j'observe dans le concret de ma vie. Et du coup, ça regarde chacun. C'est-à-dire, je ne suis pas là déjà pour donner le conseil ou voilà. Mais c'est l'observation que j'en fais. Je trouve qu'il y a beaucoup de dimensions, donc beaucoup de manières de définir l'excellence et la performance. Donc, si j'en sélectionne deux dans ce que je fais aujourd'hui, pour moi, il y a une question de bien-être déjà, des dimensions de Ouais. bien-être. Donc qui nécessite d'être expliqué, c'est-à-dire, parce qu'au début on ne pense pas forcément bien-être quand on parle d'excellence ou de Oui, performance, carrément. mais en fait pour moi c'est la priorité, c'est l'indicateur phare. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, on est performant, on excelle dans un domaine quand on a un sentiment de bien-être alors qu'on est dans un monde concurrentiel où le résultat compte. Donc ça c'est ma définition. Donc le fameux je perds tous mes moyens quand ça compte, eh bien, c'est la définition de la non-performance. Et pour moi, les actions que je mène dans la performance et dans l'excellence, c'est de faire en sorte que la personne que je coach, par exemple, alors j'en coach une seule, c'est mon fils, mais que mon fils se sente bien, au bien-être maximum, dans un environnement où le résultat va compter. Donc il y a une espèce de détachement dans la réalisation de ce qu'il doit faire par rapport au résultat. Voilà, donc ça c'est un axe. Et alors après, le deuxième, il est intéressant parce qu'il est mesurable. C'est
le delta entre ce que tu peux réaliser dans un environnement non concurrentiel, donc on va dire à l'entraînement par Ouais. exemple, et ce que tu vas réaliser en compétition. Et donc pour moi, un des objectifs de la performance, c'est que le gap, la différence soit la plus faible possible. C'est-à-dire que je sois donc un athlète pour moi qui performe et qui excelle, c'est un athlète dont la qualité de la prestation est quasiment la même, qu'il soit à l'entraînement ou qu'il soit en compétition. Et donc ça demande du travail en compétition et de préparation mentale, etc. Et ça demande aussi du travail en entraînement, de se rapprocher le plus des conditions où le résultat compte. Donc j'en ai cité deux en fait, tu vois, sur peut-être 10 ou 20 dimensions. C'est celle qui m'intéresse en ce moment en fait, c'est celle que je travaille. Ok. Alors là, j'ai plein de choses qui me viennent en même temps. La première, et c'est un petit peu ce que dans la préparation de cette papote, ce que je m'étais dit quand je t'entends, là, ça vient confirmer pour, pour, pour toi, ou en tout cas moi, dans ce qui me parle, c'est qu'en fait, l'excellence ou la performance, parce que pour le coup, tu emploies aussi ce terme-là, mais j'ai envie de rester, moi, avec le terme excellence, c'est pas tant le résultat que la posture que l'on prend. C'est-à-dire que l'excellence ou la Mm. performance réside plus dans la posture qu'on va prendre que dans le résultat qui va, qui va en découler. Complètement. Donc il y a deux choses. Donc effectivement, le résultat est très présent, puisque quand on est en compétition, le résultat est là en fait. Donc il ne s'agit pas de l'ignorer, mais en tout cas, c'est pas l'objectif et c'est pas ce qui va définir la performance. Ouais. Donc on peut perdre, par exemple, et être performant. Ouais. Tout simplement parce que déjà, dans le domaine des échecs et le domaine que je regarde, on s'oppose à un autre joueur qui peut être plus performant que soi. Et en fait, pour moi, la performance, elle se définit par rapport à soi et pas par rapport à Mm. l'autre. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me détache du résultat. Il y a d'autres raisons. C'est parce que, si tu veux, même quand tu performes bien et quand les résultats sont là, la meilleure chose à faire, c'est de se détacher du résultat Ouais. pour encore plus progresser. Sinon, tu vas être absorbé par cette logique de résultat et qui va t'éloigner de la capacité de réaliser une belle prestation. Et pareil, quand tu es sur des défaites, c'est très important de donner de la place à l'apprentissage dans la bienveillance et le bien-être, alors qu'une somme de résultats négatifs qui t'affectent ne t'apportera rien en fait. Ouais. Donc voilà, ça c'est effectivement c'est détaché, mais par rapport à ce que tu as dit, c'est important aussi de dire que c'est dans un environnement concurrentiel, donc où le résultat est Mais présent, c'est ça. En fait, tu vois? le résultat ne peut pas. Comment dire ça? Oui, il faut qu'il existe. Il doit exister, mais c'est pas la finalité. Ouais. Et tu sais, tu as interviewé une jeune fille de Oui, 12 ans, et je veux bien faire le lien, parce qu'en fait, l'excellence et la performance, c'est dans tous les oui, domaines, et ça peut être une excellence, une performance oui. sociale. Je- je- Et donc, elle a cité, tu vois, dans son interview, elle a cité l'exemple qui m'a marqué d'un autre collégien qui revenait de Covid et qui a été exclu dans un banc et qui devait être isolé même en revenant à l'école. oui, Alors elle avait noté le fait elle avait été interpellée par ça, en fait. D'accord? Et donc, du coup, pour le lier à la performance et à l'excellence, son comportement est un comportement ambitieux. C'est un comportement ambitieux qui casse les normes. Donc après, on va oui, faire le lien avec ton podcast. Donc, elle décide de casser la norme parce qu'elle juge, elle a l'ambition, elle a une ambition sociale. tout à fait. Elle se dit, je veux, et donc elle a une excellence et une recherche de performance sociale. Elle veut intégrer cette personne qui a été exclue. Complètement. Donc, c'est comme ça que je le vois. Par contre, ce qui est très important pour moi, c'est que là, ça compte. C'est-à-dire qu'il est sur le banc. Qu'est-ce qu'elle fait quand il est sur le banc en classe? Qui va être différé d'une opinion générale. Une opinion générale, c'est je suis pas pour l'isolement des personnes quand ils reviennent, je suis pour la mixité, ça c'est quelque chose de général. Ce qui m'intéresse dans la performance et dans l'excellence, c'est quand ça arrive vraiment. Quand on est dans cet environnement où le résultat va Ouais. compter, son action va avoir un impact sur elle, sur cette personne qui est isolée, sur le surveillant qui l'a exclu, etc. Et c'est là où je définis la performance. Et donc elle a une intention, elle a une ambition, et ce qu'on va mesurer et travailler, c'est l'acte au moment où ça compte. On l'a dit très succinctement
par rapport à toi, l'excellence, tu as dit, les échecs à un moment, mais peut-être de rappeler, le contexte par rapport à ton fils? Parce qu'on ne l'a pas dit clairement au début. Hem, Oui, oui. Alors, en fait, je m'intéresse à la performance et à l'excellence depuis longtemps, donc on pourra voir l'historique, les événements qui m'ont amené à penser à ça. Et il y a eu des éléments forts dans ma vie qui ont fait que je me suis intéressé à ça, mais globalement, je suis passionné par tout ce qui peut performer, exceller et les comportements que l'on doit mettre en place pour y arriver dans un domaine particulier. Et là, effectivement, le cadre qui me concerne depuis un peu plus d'un an, c'est que l'un de mes fils joue aux échecs justement en compétition et qu'on a une collaboration ensemble et que l'on essaye du coup d'exceller et de performer dans ce domaine-là en fait. ouais, et c'est là où moi ça m'intéresse, parce que quand on entend ces termes-là, moi j'ai vu le tiraillement les premières fois entre, est-ce que, l'excellence à l'heure où on est dans, tu sais, la vague, très à la mode de l'éducation positive et qui du coup, pourrait égaler à sans contrainte. Là, je trouve ça très, très intéressant en tant que, madame proprette, qui a une partie très perfectionniste et qui peut être, nuisible et une partie, par contre, chez moi, en effet, qui est comme dans un refus de la médiocrité. En tout cas, dans les parties, d'endroits comme, la relation, enfin voilà, tout ce qui est relations Mm. société, relations humaines, où, pour moi, l'excellence viendrait avec, le refus d'une médiocrité, enfin tu vois, de toujours Oui, affûter. Et donc moi, la question que je me suis posée quand on a eu ces premiers échanges, c'est, est-ce que, est-ce qu'on ne pourrait pas tomber dans une certaine, un trop plein d'exigences par rapport à ça, par rapport à nos enfants, quand on a envie de cette excellence? Est-ce que ça ne devient pas un gros mot, qui ressemblerait à l'élitisme? Tu vois? C'est un peu ça que j'avais oui, oui, envie bien de sûr. débroussailler. Ce côté, trop exigeant ou élitiste ou même qui pourrait même presque, peut-être, être pris pour, oui, c'est presque harcelant d'exiger ça d'un enfant, heu, à l'heure je remets dans le D'accord. contexte d'une époque où on parle beaucoup d'éducation positive, où il faudrait pas du tout de contraintes. D'accord. Alors, pour y répondre, je vais doubler tes questions. Ouais. Je vais répondre à deux questions. Parce qu'il y a la question du monde extérieur, de comment on se positionne par rapport à ça. Parce Ouais. que tu parlais d'éducation positive, ou je peux parler de tendances socioculturelles, qui va être une certaine défiance ou méfiance ou distance par rapport à ces concepts d'excellence de performance qui étaient très présents dans les années 80, qui sont assez anglo-saxons et Ouais. qui peut-être mettent un point d'interrogation dans la société d'aujourd'hui, avec tout ce que ça sous-entend de suspicion autour des parents qui se projettent dans les enfants Oui, c'est ça. ou des choses qui sont maladroites ou directives, etc. Donc il y a une première question par rapport à ça. Et après, il y a une autre question par rapport à plus personnel qui est mon rôle de parent. Oui. Mon rôle de parent et la situation et la notion. Mais dans les deux cas, en fait, finalement, il faut que ce soit bien défini, il faut que ce soit bien cadré, etc. Alors, pour la question par rapport à la société, je me permets juste une ironie. C'est que toi, tu as commencé à le mentionner dans ta question où tu sous-entendais une espèce de contradiction parce que tu renonces à la médiocrité, donc tu veux être performante et tu veux exceller, mais en même temps, il y a une partie de toi qui te dit, il y a une contradiction. Cette contradiction, je la trouve dans la société. Ouais. Elle est très ironique. Alors, pour la décrire simplement, la société est en conflit parce que d'un côté, on a envie d'avoir une éducation positive, on a envie de laisser les gens tranquilles. Le bien-être est souvent associé à une non-performance ou Ouais. une non-recherche de performance. Donc il y a tout ça, et ce serait stupide d'ignorer cette composante du monde extérieur. Mais ce qui est très ironique, c'est que ces mêmes personnes-là vont exiger de l'excellence. Alors si je prends des exemples concrets, quand on va se faire soigner dans un hôpital, Mmh. on exige Ouais. l'excellence. Quand on met des enfants dans une école, on exige l'excellence de l'école et du maître, etc.
quand on va acheter sa baguette de pain, je ne sais pas qui souhaite avoir une baguette de qualité médiocre. Mmh. Et donc, de nos hommes politiques, on exige une excellence. Et donc, il y a une espèce d'ironie parce Oui, qu'on on exige une excellence, mais d'un autre côté, on est baigné dans une voilà, une positive attitude qui va mettre à distance et se méfier, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on se méfie des autres, mais pas de nos exigences à soi. oui, Bon, il y a oui. un truc voilà, qui se passe. Après, ce qui est beaucoup plus précis pour moi, c'est le cas personnel. Parce que là, on va soutenir des études scientifiques. Et ça va tourner autour du talent. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut mettre tout le monde d'accord, qui a été beaucoup sous-estimé, ce qui a été révélé il y a peu. Il faut que je retrouve la chercheuse qui a sorti ça, mais en fait, il y a eu plus de 200 études qui ont montré que le talent était une fiction et Mmh. que donc le talent n'existait pas. Et pourquoi ça, c'est hyper important? Donc, qu'est-ce que le talent? Pourquoi les gens pensent qu'il y a des enfants talentueux et d'autres non, etc. C'est en fait pour mettre un mot à quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe, une performance chez quelqu'un et pas chez l'autre, Ouais. ou pas chez nous, ou pas chez nos enfants. Et du coup, on va se dire, bah, c'est normal, il est talentueux, ou ce petit est vraiment talentueux, ou dans ce domaine et pas dans l'autre, etc. Donc, on va avoir Mais en fait, l'explication scientifique, c'est que c'est une fiction parce que ça n'existe pas. C'est juste que l'on n'a pas accès à l'information qui nous permette de comprendre pourquoi cette prestation a été réalisée et est exceptionnelle. Et donc, bon, bah, je renverrai à l'ouvrage peut-être dans tes Oui. commentaires du Ouais, ouais, post, sans problème. etc. Ouais. Il y a 200, 300 études qui ont été menées là-dessus, en fait. Donc ça, c'est une certitude. Et pourquoi je le relie à la notion à ta question? C'est parce que si le talent n'existe pas, ça veut dire que les parents ne peuvent plus se dédouaner. Tout à fait. En gros, on peut plus s'exempter de cette aide que l'on doit à nos enfants dans le fait de dépasser ses limites et Mmh. d'exceller et de performer. Et donc, tant qu'on a cette notion de talent, qui encore une fois est une fiction, je peux faire autre chose, m'occuper de moi, pas de mes enfants, ou passer juste une demi-heure avec eux une fois par semaine, etc. S'il n'y a pas eu de performance, c'est parce qu'il n'a pas de talent. Ouais. Mais à partir du moment où je considère que le talent n'existe plus, ce qui est prouvé scientifiquement, je dois me positionner par rapport à ça. Et chaque heure que je ne passe pas avec mes enfants dans cette conduite-là, quelque part, soutient la future médiocrité. Donc j'ai une responsabilité par rapport à ça, en fait. Ouais. Donc voilà, je le vois sous cet angle-là, en fait. C'est hyper intéressant quand tu dis ça parce que pour moi, ça vient éclairer, 2 choses. D'une, moi, dans mon parcours, j'ai travaillé quand même pas mal auprès de parents et puis, j'ai envie de dire dans ma vie perso, c'est vrai, parfois de constater que en fait, l'éducation, pourrait porter juste sur le fait que nos enfants, mettent des grains de sable ou pas dans la vie des parents. C'est-à-dire là, j'interviens parce qu'ils ne se comportent pas bien et que ça gêne ma vie, mais qu'il n'y ait pas une vision, j'ai envie de dire, plus haute ou plus noble de, je suis responsable de l'être, que j'ai mis au monde et de la façon dont il va être au monde, c'est-à-dire comment il va pouvoir, se responsabiliser et être dans le bien-être, mais aussi servir au mieux. Alors servir, c'est peut-être pas le bon terme, mais pouvoir, offrir ce qu'il a de meilleur au monde Mm. et ce truc-là, et à l'heure en plus, voilà, de toutes les autres sollicitations autour d'écrans et tout ça, il y a vraiment une espèce de oui, de comment on dit? De lâchage, du rôle en fait, de cette responsabilité ou de cet honneur que c'est d'éduquer un enfant et puis, tu parles aussi du talent ou du mythe du talent et moi ça fait vraiment le pont avec ce que j'appelle le génie naturel. C'est exactement la même chose, c'est la croyance que, en effet, il y a des gens qui sont géniaux et puis, d'autres, qui sont, des je vais le dire, des merdes et qu'en fait, pas du tout et qu'en fait, c'est une question de discipline, ou oui, de discipline, pour, pouvoir, développer,
une part qui peut être au bout du compte talentueuse, mais par le travail et l'effort. Voilà, Mmh. le pont que j'avais envie de faire. Hem, pour le coup, hem, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire par rapport à la médiocrité. Hem, Ça serait pour toi, heu, comme tu as pu définir l'excellence, la médiocrité, ça serait quoi? Peut-être, en lien avec ton podcast, ce serait de rester dans la norme, Mmh, en fait, parce que cette norme, elle est pas faite pour se déployer. Donc ça va nous limiter dans un cadre qui a été établi par quelqu'un d'autre et pas par nous-mêmes. Et donc, ce serait peut-être ça une définition de la médiocrité. ouais, Le fait de renoncer à ses ambitions. En fait, la médiocrité, d'ailleurs, c'est une question qui est intéressante parce que ça peut donner un complément à la discussion qu'on a eue juste avant. Euh, Parce que la médiocrité, c'est pas les mauvais résultats, encore une fois. ouais. Et donc, du coup, parce qu'on a tous en tête un entraîneur de tennis ou autre qui hurle sur son enfant parce que il veut qu'il gagne Roland-Garros et mais t'es nul, on a tous en tête ça, donc on en a des frissons, etc. Mais c'est pas parce que ça a peut-être existé que on doit renoncer à trouver notre propre chemin et éducatif aussi, en fait. Ouais, Donc, voilà, donc il faut casser la norme, sinon on reste médiocre. Et le fait de casser la norme ne veut pas dire, ça veut dire explorer après, au-delà de ce mur, et l'explorer dans un certain bien-être, dans certaines expérimentations. Et voilà, et les résultats vont être ce qu'ils vont être. Mais c'est intéressant de passer ce cap. Parce que dans ce cap-là, il y a aussi le cap de l'autonomie qui est ouais. indispensable pour les enfants. L'autonomie, la Donc en gros, responsabilisation, ouais. Mmh. voilà, donc si on met un enjeu énorme, un des points aussi de départ, on a parlé du talent, je vais en aborder un autre, c'est celui de la mort, qui est très peu présent dans les discussions. En gros, en tant que père, je vais mourir un jour. Ouais. Et donc ce jour va arriver, c'est une certitude Oui. à 100%. Donc du coup, la question, c'est entre aujourd'hui et ce jour-là, Mmh. à quel point j'aurais aidé mes enfants à passer ce mur-là. Ouais. S'ils ne le passent pas et que je meurs, ils vont devoir le faire tout seuls. Donc ils vont rester dans la médiocrité jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de le... Mais si je peux les accompagner pour passer au-delà, le jour où moi-même je passerai au-delà, sans jeu de mots, Ouais. eh bien eux seront autonomes et auront déjà expérimenté un petit peu ce monde-là. Donc voilà, c'est ce passage-là qui est pour moi plus utile de passer avec quelqu'un qui va accompagner, qui va être bienveillant, qui va soutenir le fait de sortir de la norme, ce qui n'est pas évident pour des parents, Non. parce qu'on aime bien être tranquille, voilà. Tu en parlais, je crois, à un moment donné aussi. Donc voilà, c'est peut-être ce chemin-là, je dirais. Il y a un mur, d'un côté la médiocrité, de l'autre côté autre chose, et c'est le passage de l'un à l'autre. Ouais, quand tu parles de passage, alors là, j'ai plein d'idées dans la tête, hein. Alors, quand tu parles de passage, hem, moi, ça me résonne avec initiation. C'est-à-dire qu'il y a tellement, hem, peu dans notre société, en tout cas occidentale, de rituels initiatiques, qui voilà, ne sont plus vraiment présents. Ça me fait penser à ça. Ça serait comme Ouais, une façon d'initier, qui resterait, là aujourd'hui, à travers, ce dont tu parles là, de l'excellence ou de la performance, comme un moyen d'initier notre enfant pour l'amener, à être un homme ou une femme, en tout cas un homme avec un grand H, dans le monde, de façon, tu parles de bien-être ou de façon heureuse ouais, ou de ouais. façon pleine. C'est ça Ouais, qui ouais. me vient. On peut, alors, les mots ne touchent jamais leur cible, donc effectivement, on peut parler d'initiation, on peut parler d'influence. Ouais, Euh, Moi, je parlerai d'accompagnement ou d'autorisation. ouais, OK. C'est-à-dire que déjà, c'est pas mal autorisé. C'est-à-dire, tu peux aller où tu veux, essaye d'exceller. En tout cas, je t'y autorise. Oui, Après, si j'en ai les moyens, je peux t'aider. Mais déjà, l'autorisation, c'est pas, ça bloque pas mal déjà d'enfants, hein, oui, le fait de.
et c'est souvent des problèmes à gérer. Donc déjà, s'ils n'ont pas celui-là, s'ils se sentent autorisés à regarder au-delà, c'est pas mal. Ouais, et ça, c'est hyper intéressant quand tu dis ça et pour le coup, voilà, moi j'en ai fait l'expérience et j'en fais encore l'expérience que je me définis quand même comme une normopathe qui se soigne. Hem, il y a vraiment pour moi, quand tu parles de parents, ça fait le lien avec, les précédents épisodes. En effet, le courage, en tant qu'adulte parent, quand on décide d'être parent, de bien vouloir aller, voir, de soi, de ses freins ou de ses vérités à transformer pour pouvoir emmener nos enfants vers l'excellence. Parce que Oui, comme ça suppose de dépasser la norme, c'est ultra confrontant. oui, oui, c'est et c'est aussi ultra risqué. C'est-à-dire que donc il y a un principe de base en général dans ces approches de coaching ou d'apprentissage, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe mal, c'est la faute du parent. Mmh, Ça, c'est important. Et quand ça se passe bien, c'est l'enfant qui a réussi à faire quelque chose de chouette. Et du coup, pourquoi je dis ça, c'est que euh, passer le mur est risqué. Il va y avoir des défaites et on ne sait jamais comment on réagit face à ça. Et donc ça demande l'acceptation d'aller d'expérimenter des mondes où on ne connaît pas le résultat et les comportements et ce qui va se passer. Donc il faut se faire énormément confiance, il faut faire confiance à l'autre, il faut être hyper vigilant. Et c'est une des difficultés de la chose en fait. ouais. Le risque que tu prends en fait. Moi c'est quelque chose qui m'est apparu lors du premier tournoi par exemple euh, où, euh, où il y avait cette prise de décision de rentrer ou pas dans la compétition à cet âge-là. Donc c'était 5 ans et demi. 5 ans et demi, est-ce que tu confrontes ton fils dans un environnement concurrentiel, dans une compétition où les autres enfants veulent gagner, sont plus expérimentés, sont plus âgés? Est-ce que tu fais ça et qu'est-ce qui va se passer si tu le fais? Donc bien sûr, il y a la question de tout faire pour que ça se passe bien. Mais quand tu sens que c'est le moment, il faut quand même du courage pour y aller. Ouais. Euh, Et voilà, donc il y a ce risque hein, qu'il ne faut pas sous-estimer. oui, et donc, pour moi, qui demande une excellence d'adulte en tant que parent, enfin, avec soi. Tu vois, moi, j'aurais presque envie de dire que euh, parfois, enfin, dans beaucoup de situations, on devient parent sans trop savoir. Alors, bien sûr, on ne pourra jamais savoir tant qu'on n'y est pas, mais l'engagement que ça demande et l'excellence en tant qu'être humain à devenir parent est parfois trop banalisé. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, pour pouvoir peut-être se connaître bien soi et pouvoir confronter notre enfant ou affronter ensemble des passages qui sont pas dans la norme, clairement, qui nous demandent de faire un pas de côté, euh, tirailler entre j'ai envie que mon enfant il soit intégré et en même temps, si je l'emmène ouais. vers quelque chose qui semble hors la norme, je prends le risque du rejet, tu vois. Ouais, alors, ouais, tout à fait. Donc, du coup, dans ces choses-là, peut-être pour partager concrètement des choses, on a des. En fait, quand quand tu tentes ce chemin, il te faut quand même des garde-fous. Hmm. Où il te faut une ligne conductrice, il te faut une direction, Donc, de mon côté, peut-être pour partager, c'est les 3 F, donc c'est en anglais. Mais c'est quelque chose qui te permet, c'est comme un slogan qui te permet de vérifier quand même en 2 secondes si tout va bien, si tu agis bien, Ouais, etc. Donc pour moi, j'ai choisi le Free Fun Face, c'est-à-dire que c'est 3 principes auxquels je m'appuie. Le premier, c'est la liberté, ouais, donc c'est mon fils qui est libre. Le deuxième, c'est le fun, c'est-à-dire c'est plus que le bien-être, c'est ouais. vraiment le côté heureux dans ce qu'on fait, etc. L'éclate, Et quoi. voilà. Et le troisième, c'est la confiance. Ouais, Et donc, du coup, ces 3 piliers, moi, sont des garde-fous. C'est-à-dire que quand on vit une expérience qu'on ne sait pas ce qui va se passer, qu'elle est risquée, je vérifie quand même à chaque fois s'il est libre, s'il est dans un environnement de bien-être et qu'il aime ça, ouais. est-ce qu'il y a du plaisir,
Et est-ce que la relation de confiance est maintenue des deux? Oui, c'est Est-ce ça. qu'on se fait confiance? C'est là où je voulais que tu creuses, sur, le terme confiance. Qu'est-ce que ça implique, en fait? C'est la confiance entre vous, mais est-ce que c'est Ouais, aussi une autre confiance? c'est la confiance entre nous, c'est-à-dire qu'il va mettre en place et je vais mettre en place, en fait, ça me regarde ce que je mets en place, ça lui le regarde ce qu'il va mettre en place, Oui, mais on a et l'un et l'autre confiance dans ce qu'on met en place. ouais, OK. Donc il n'y a pas de droit de regard, mais, alors cette confiance, moi ce que j'observe, c'est qu'elle augmente au fil du temps et, euh, et que les seules fois où j'ai douté, j'ai eu tort. Alors à chaque fois que tu as douté de À chaque fois où j'ai douté, c'est-à-dire à chaque fois où j'ai émis l'hypothèse que cette relation de confiance n'était pas effective, OK, j'ai eu tort. d'accord. Donc c'est ça qui renforce en fait, qui renforce ce lien. Euh, et encore une fois, c'est pas une méthode pour tout le monde, hein. Moi, c'est juste j'ai défini ces trois-là en fait, Ouais, hein. C'est ce qui me permet de naviguer quand les eaux sont troubles. ouais. Tu pourrais donner un exemple, précis d'un Ouais, moment où tu as douté? ouais, ouais, c'est assez récent. Donc c'est Adrien qui est au championnat de France, qui fait des parties de qualité très très bonnes et qui, lors d'une défaite, me dit qu'il est très content, que la qualité est très bonne de sa partie. Et quand on la regarde, parce qu'on peut la regarder après la partie, comme on note les coups, quand on la regarde, il joue euh, quelque chose d'incompréhensible. Ouais. Il a joué quelque chose qu'il n'avait jamais joué avant, en fait. Et donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il a joué ça. Ça Mmh. me dépasse, en fait. Et du coup, j'obtiens pas de réponse parce que pour lui, tout va bien, en fait. Et donc, c'est là où j'aimais l'hypothèse d'une relation de confiance qui est mis à risque parce que peut-être il s'amuse, peut-être il défie, peut-être il se trompe volontairement. Donc, du coup, tout est brouillé dans ma tête, en fait. Et en quelques heures, dans la nuit, je comprends ce qui se passe. Et du coup, le lendemain, on remet un échiquier et en fait, on trouve qu'il y a un automatisme qui s'est mis en place et en fait, il a joué avec les couleurs inversées. Et OK. donc, du coup, lui, il a eu le sentiment qu'il a répondu comme il fallait. Mmh. C'est juste que la situation était différente. Mais par automatisme, il ne l'a pas vu. Et donc, du coup, tout se remet en place. La relation de confiance revient, encore plus fortement parce que je me suis trompé. Ouais. Et donc, du coup, bah, j'en prends pour mon grade, hein, parce que pas de lui, mais de moi. C'est-à-dire que comment puis-je douter? Mmh. Et voilà, donc bon, bah, ça, c'est une expérience qu'il faut vivre, hein. Mais du coup, on apprend quelque chose de très bon. C'est mentalement, il y a des automatismes qui se mettent en place et des fois, les automatismes ne sont pas nos copains. Ils peuvent nous tromper. Mmh. Et donc, du coup, on s'est amusé avec la machine à café voilà, en prenant un café par automatisme et en voyant quand on change la place de la tasse ce qui se passe. Donc, on se met du coup à récupérer le café dans une serviette et à se brûler. Et on a fait exactement les mêmes gestes par Ouais. automatisme. C'est juste que le setup est différent. Et donc, du coup, voilà. Mais ça, c'est un exemple où la confiance a Mmh. été, malheureusement, mais bon, ça peut jamais être à 100%, hein. Ouais, en fait, en même temps, c'est super intéressant. Ça permet, pour le coup, comme tu dis, de travailler, un point, qui peut-être un jour, paiera, dans, voilà, un autre contexte. Ouais. À vivre, c'est pas génial, Non? mais non, non. Mais par contre, ça renforce, l'après est magnifique parce Ouais, que du coup, ça renforce encore plus. Donc ça, c'est un exemple de ouais, confiance. merci. Ouais. Hem, pour revenir à donc l'excellence, moi, du coup, j'ai envie de dire, pour faire le lien avec Monstrueusement humain, qu'en fait, l'excellence, ça amène à la différenciation, Oui, c'est hein, obligatoire. c'est Ouais. obligatoire, c'est ça. Oui, Et qu'en oui, fait, c'est moi ce que j'appelle, le côté monstrueux. En fait, au regard de la société, ça semble monstrueux puisque ce n'est pas dans la norme, c'est différenciant, mais ça permet, en fait, c'est le seul chemin pour maintenir l'excellence. oui, parce qu'en fait, c'est effectivement par définition.
En fait, c'est la notion de point fort que tu dois aller chercher. Du coup, dans un environnement compétitif, pour gagner, il faut avoir des points forts qui sont supérieurs aux autres. Donc déjà, par défaut, tu dois être au-dessus de la norme. Ouais. Et donc, tu dois avoir, donc ça c'est aussi une méthode que j'utilise, mais en fait, tu as trois axes. En gros, tu dois prendre un avantage, ce qu'on appelle le edge en anglais. Donc, tu dois trouver les points forts. Alors après, il y a des débats. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les points forts ne sont pas innés. En fait, ils se développent. Donc, quand on n'a pas de points forts, c'est juste qu'on n'a pas travaillé dessus assez. Ok. Donc, du coup, il y a une détermination de ces points forts, donc de décider de travailler dessus par stratégie, en fait, de prendre l'avantage d'avoir un edge sur les autres par rapport à ça. Ça, c'est un axe. Ouais. Il y a le taux de conversion, qui est qu'à partir du moment où tu as un avantage, il faut le convertir Ok. en victoire. D'accord. Et le premier élément qui se met en place, c'est quel est le setup, quel est le cadre qui va faire que tes points forts vont apparaître. Ouais. Alors, on peut prendre l'exemple du tennis, par exemple, avec le service. Donc, supposons que j'ai mon point fort, c'est le service. Donc, je ne suis pas né comme ça, je l'ai travaillé ou j'ai décidé de travailler mon service. Ouais. Okay. Donc, ça, c'est le point fort. Je vais prendre de l'avantage sur le service. En fait, le setup, il est clair, c'est quand je sers. Quand je reçois, il n'existe pas. Ouais. Donc, ça, c'est le setup. Ok. Le setup, c'est quand c'est mon jeu à moi de servir. La prise d'avantage, elle va être sur le service. Et après, le taux de conversion, c'est quand je sers bien, je déstabilise mon adversaire, la balle va être plus courte, etc. Comment je convertis en points. Ok. Donc, ce sont ces trois trucs. Et du coup, j'ai oublié ta question. Mais... Ma question, c'était, oui, qu'en fait, on est obligé d'être, voilà. de se différencier. Ouais. Donc, tu es obligé de dépasser la norme. Et alors, ce que je voulais te dire aussi, c'est Oui. qu'il y a un truc très intéressant, c'est que, en fait, quand tu commences à gagner, tu vas vouloir que ce soit normal. Oui, mais j'y avais. Donc bougez plus rien, plus personne ne progresse, laissez-moi tranquillement recevoir tous mes trophées. Et en fait, il y a cette tendance que ce redevienne la norme, parce Ouais. qu'on est tous humains, et malgré tout, et donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un premier titre, c'est facile, mais le conserver, c'est très dur, parce que tu vas avoir tendance à croire que c'est ta norme, tu vas être baigné par des résultats, alors qu'en fait, il faut que tu continues à te différencier et à casser tout. Et pourquoi casser tout quand tu gagnes? Donc c'est un autre élément, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant quand tu dis ça. Moi, ça me parle bien pour plein de choses. Mais il y a aussi la notion de pression. C'est-à-dire que quand tu as transformé, quand tu as été champion sur quelque chose, la pression derrière aussi, parce que tu dis, oui, on pourrait avoir envie de rester dans cet état-là et de ne pas vouloir à nouveau performer. Mais Ouais. je crois aussi qu'il y a, enfin en tout cas, j'ai l'impression aussi que tu peux avoir le pendant de j'ai réussi, je bouge plus parce que ça me met la pression. Comment je pourrais faire mieux? Oui, tout à fait. Ben, ce sont des questions. Mais en gros, là, il faut croire en l'entraînement et au travail. Ouais, C'est-à-dire, et là, il y a un énorme dossier parce qu'on parle d'environnement concurrentiel, mais en fait, plus on travaille dans la recherche de performance et d'excellence, Je pense qu'il y a un indicateur qui est très fort, c'est le fait d'aimer l'entraînement. oui, Et là, le on a des plaisir, exemples. le plaisir, Comment? le plaisir. Ouais. Ouais, En gros, tu vas tendre vers le fait que la compétition n'est plus du tout recherchée. Ça, c'est très présent chez pas mal de sportifs de très très haut niveau. Je peux te citer, pour ceux qui connaissent, Kylian Jornet, qui est un sportif de l'extrême, dans les montagnes, ah oui. l'Himalaya, etc. Et qui lui le décrit très bien. Son trip à lui, c'est l'entraînement. Hmm. Et tout ce qu'il fait dans l'entraînement, il kiffe, il progresse, il excelle, etc. Et finalement, s'il pouvait quasiment faire aucune compétition, il le ferait. Donc c'est là où on a un espèce de Graal, où on est bien, il y a des indicateurs comme ça. Il y avait mon fils qui m'avait dit une fois, je lui avais proposé un espèce de tournoi d'entraînement. Il m'avait dit, je préfère m'entraîner avec toi. Et ça, c'est des indicateurs qui sont très positifs en fait, parce que ça veut dire qu'on aime l'entraînement, etc. Et donc, pourquoi je le relie à ta question? C'est parce que là, tu t'intéresses à de vraies choses. Tu t'intéresses à l'entraînement, au plaisir, à la qualité, etc. Et tu ne peux que progresser là-dedans. Là, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas plafonner. Tu vas chercher, tu vas trouver de nouveaux développements, etc. Donc, si tu es orienté résultat, forcément, tu as un problème. Oui, Tu parce es que toujours premier. ouais, pour le coup, si l'orientation uniquement résultat, c'est en fait comme une carotte. C'est-à-dire que pour Ouais. le coup, si on enlève, enfin en tout cas, si on est accro à ça,
quand la carotte est plus là, il n'y a pas, il y a pas le mouvement pour se dépasser en fait. Ouais, tout à fait. Et on a un exemple avec, dans le domaine des échecs avec Magnus Carlsen, qui est l'ancien champion du monde d'échecs aujourd'hui, et en fait qui a basé sa carrière sur le plaisir de Ouais, l'entraînement et du jeu, etc. Et en fait, malheureusement, il est pas arrivé à trouver quelque chose qui le transcende. Et donc, se représenter une fois au titre de champion du monde, c'était pas assez. Après, il s'est mis un objectif de 2900 points, mais en fait, tout ça était un peu superficiel et un peu artificiel. Et la vraie question, c'était quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui se passe à l'entraînement? La vraie ouais. question n'était pas de savoir si tu veux redevenir champion du monde encore ou si tu veux atteindre 2900 points. La vraie question, c'est qu'est-ce qui a fait que pendant 10, 15, 20 ans, tu adorais travailler les échecs à la maison, revoir des parties, Mmh. tester des choses, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus le cas? C'est ça la vraie Ouais. raison pour laquelle tu vas arrêter. Mais parce que je pense qu'à un moment, quand on est champion dans quelque chose, enfin, et je veux aussi sortir du sport, enfin, pour Ouais. plein de domaines, euh, il y a toujours la société qui veut ramener une norme là-dedans. C'est-à-dire, on est toujours accaparé à un moment, ça vient nous rattraper. Et quand tu parles de, je vais écorcher son nom, Magnus Carlsen, c'est ça? Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, du coup, peut-être qu'à un moment, oui, le milieu des échecs, lui demande, en termes de points, de trucs, enfin voilà, des critères et en fait qui deviennent, une norme ou une règle et qui fait perdre en fait, le côté Ouais. plaisir. Ça se travaille, ça fait partie, pour moi, ça fait partie du dossier performance et excellence. Je peux citer un autre exemple. Dans le dernier championnat de France, Adrien, il a perdu 7 parties et, euh, et on était presque plus content des défaites que des victoires, Ouais, parce qu'en fait, on était sur la qualité des parties. Et en fait, il y a une satisfaction énorme d'avoir vécu de son côté, d'avoir vécu cet événement, cette expérience incroyable, d'avoir été qualifié pour ça, et d'être capable, dans un environnement de compétition, de faire des parties de cette qualité. Et c'était ça sa mesure. Et donc, je me souviens qu'un des meilleurs moments qu'on a passé, les 2 heures après une défaite, on a joué au baby-foot, on a fait du foot, on s'est marré. Ça venait juste après une défaite en fait. Et il est impossible, j'ai des discussions avec les parents, de savoir le résultat qui a été fait. Et les parents qui sont venus me voir, on pensait qu'il avait gagné, on pensait que, etc. Et en fait, parce qu'ils sont sur le résultat en fait, ouais. et nous pas du tout. Et quand je vois ça, je me dis, après, de manière personnelle, le nombre d'heures et de jours et de semaines que j'ai raté quand j'étais jeune à cause de ça. Alors que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mmh. Mais ça ne veut pas dire renoncer à l'excellence et à la performance. Oui, Ça ne veut pas dire renoncer à la qualité d'une partie, etc. Et c'est pour ça que ça explique pourquoi certains champions sont très déçus même après une victoire. Parce qu'ils n'étaient pas sur ça. OK. Ouais, OK. C'est-à-dire que tu veux dire que, par exemple, ils viennent juger leur façon de faire plus que le résultat. C'est-à-dire que même s'ils ont gagné, ils Ouais, peuvent ils être ont, déçus ouais. dans la façon dont ils se sont comportés. Ouais, ils n'ont pas réussi à être dans la zone de jeu, ils n'ont pas réussi à être D'accord, concentrés, ils n'ont pas délivré une qualité à la hauteur de ce qu'ils espéraient, qui ne regardent en rien les spectateurs, mais qui les regardent eux en fait. ouais, Et leur OK. niveau d'exigence par rapport à ça, qui les regarde qu'eux, hein. Ouais, je Ça ne comprends. regarde que le Oui, champion, c'est ça. de C'est eux à eux. vraiment. Ouais, ouais, Oui, ça tout me à fait fait. penser un petit peu, on a un peu ça en commun, le théâtre où, tu sors, de scène et on peut te renvoyer que voilà, a priori, tu as bien joué et toi, tu sais qu'à un endroit, tu voilà, tu te enfin voilà, tu as pas atteint peut-être, ce que tu t'étais, Ouais. exigé à toi-même et toi, tu es avec ça et voilà, tu es déçu de toi, en fait. Et c'est cela que je vérifie qu'entraîneur. C'est vraiment ça. C'est vraiment quel est l'assessment de mon fils, comment il juge la qualité de sa partie. S'il la juge très bonne, on va Ouais, vérifier, mais tout va bien, quoi. ouais. S'il a une question par rapport à ça, indépendamment du résultat, on peut regarder.
Mais c'est ça qui va te générer le bien-être, en fait, qui est, pour revenir au début de l'interview, la dimension principale, hein. Ouais, Le bien-être, il va être lié à la qualité de la prestation dans un environnement concurrentiel par rapport à l'entraînement. ouais. Donc on en revient toujours au même, hein. Quel est le taux de conversion de cette qualité, Mmh. indépendamment du résultat? Ouais, ça c'est hyper intéressant, vraiment de remettre le bien-être à côté de l'excellence. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment peut-être le message aujourd'hui, s'il y a des choses à retenir, Ouais. d'associer excellence et bien-être, ça fait plutôt du baume au cœur. Une dernière question, parce que je vois que le temps file hyper vite. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais en tout cas, il y a un constat euh, que je me faisais en préparant cette papote et que je m'étais déjà fait d'ailleurs, c'est qu'en fait, l'excellence, euh, ce côté d'être obligé de se différencier, d'être hors la norme pour atteindre l'excellence, tout compte fait, c'est reconnu par la société que si, pour le coup, tu es salué à un moment pour le résultat. C'est-à-dire que, à l'inverse de ce que tu dis, euh, le seul moment où la société va valider ce truc qui, au départ, peut te faire passer pour quelqu'un de complètement bizarre dans ton domaine d'excellence, à partir du moment où ça va être validé par une, je sais pas, une médaille, un je ne sais quoi, c'est le seul moment où là, la société, quelque part, vient valider l'excellence, c'est-à-dire s'appuie que sur le résultat et non pas sur ta posture avant. Oui, et elle va faire plus que ça, la société, elle va essayer de faire une passerelle entre l'ancienne norme et la nouvelle. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre pourquoi cette personne a réussi. On va dire qu'on a compris, Ouais, alors que ce se trouve, la majorité du temps, on va pas compris, on va dire qu'on a compris, et on va enseigner ça à d'autres enfants. ouais. Donc, on va dire, et donc on va saluer ce côté exceptionnel, on va mettre de nouvelles normes pour dire que pour réussir comme cette personne et comme ce champion, il faut faire ça. Et donc, pour rattraper un petit peu l'accident qui a eu lieu. Mmh, ouais, c'est super. Super note de fin. Est-ce que tu auras envie de rajouter d'autres choses? Moi, j'ai l'impression que voilà, je pourrais faire une deuxième partie tellement il faut condenser. Mais est-ce que ouais, il y a quelque chose qui te vient? Non, je pense que c'est une bonne. On a couvert pas mal de choses. C'était voilà, c'était vraiment rappeler la transition entre ce que tu fais sur la norme et ce qui moi, ce que ça m'évoque autour de la performance et de l'excellence. C'est bien de penser à cette dimension-là et à l'ambition de passer au-delà du mur de la norme. Je trouve que c'est bien d'avoir décrit un petit peu tout ça. Ouais, c'était une belle passerelle et puis justement d'aller casser cette croyance et moi la première tiraillée là-dedans de l'excellence n'aurait pas de lien avec le bien-être. Eh Mm. bien, euh, on peut affirmer que si, justement, et ça c'est chouette. Euh, un dernier mot ou pour toi Je te tu as eu remercie. l'impression Bah, d'avoir tout dit? ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Je te remercie beaucoup. Je te remercie Franck pour ce partage. À bientôt. Voilà, j'espère que ce moment d'humanité t'apportera un peu de clarté ou comme une autorisation à assumer ton hors norme pour servir ton excellence que tu souhaites offrir au domaine de ta vie qui compte absolument pour toi. Et souviens-toi que parfois, quand tu t'es senti hors la tiède norme, refusant toute médiocrité, tu étais seulement et surtout terriblement, monstrueusement humain. Et bien sûr, tu as envie de témoigner, de partager ton opinion, n'hésite pas, tu trouveras tous les liens adéquats en dessous de la description de l'épisode. Et bien sûr, continue à partager Monstrueusement Humain et à semer des petites graines avec moi. À bientôt!